Je m'appelle Silas, j'ai 34 ans. Il y a 4 mois, j'ai laissé mon frère malade et sans emploi s'installer chez moi, et ma femme a décidé de coucher avec lui pendant que je travaillais 80 heures par semaine pour rembourser notre hypothèque et financer son mode de vie somptueux. Mes propres parents m'ont regardé droit dans les yeux pour me dire que j'étais l'égoïste qui ruinait la nouvelle famille de leur enfant chéri. Ils ont même ri à l'idée que je puisse me défendre. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient, ma femme leur avait servi un énorme mensonge sur l'identité de celui qui contrôlait réellement les finances. Et sur l'acte de propriété de la maison, mon nom, et uniquement le mien, était inscrit en lettres grasses et noires. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont tenté de me jeter à la rue me supplient de leur donner une seconde chance. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur parfait petit plan, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma finit toujours par récupérer ses dettes. Et s'il vous plaît, dites-moi depuis quel endroit vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide à réaliser que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Maintenant, revenons là où le cauchemar a commencé. L'air de mon salon semblait plus lourd que d'habitude. C'était un soir de mardi, à la fin d'octobre, le genre de soirée où l'air frais de l'automne apporte habituellement un sentiment de confort. Je venais de conduire pendant 1 heure dans un trafic dense et épuisant sur l'autoroute inter-État. Mon entreprise de logistique venait de décrocher un contrat régional massif, et mon cerveau était complètement vidé par les négociations. J'ai garé ma voiture dans l'allée de ma maison de banlieue de 4 chambres, une maison pour laquelle j'avais méticuleusement économisé et que j'avais achetée à la sueur de mon front, avec mes larmes et mon sang. J'ai franchi la lourde porte d'entrée en acajou, m'attendant à l'odeur habituelle d'un dîner chaud, ou du moins au son de la télévision. Au lieu de cela, la maison était plongée dans un silence de mort. J'ai posé mon porte-documents en cuir près du banc de l'entrée et j'ai desserré ma cravate. J'ai marché dans le couloir, le parquet résonnant légèrement sous mes chaussures de costume. J'ai tourné au coin pour entrer dans le salon, et ils étaient là, ma femme, Clara, et mon jeune frère, Preston. Ils étaient assis côte à côte sur le grand et coûteux canapé d'angle en cuir italien que j'avais acheté comme cadeau d'anniversaire pour nous deux l'année dernière. Ils n'ont pas levé les yeux immédiatement. Ils chuchotaient entre eux, leurs épaules se touchant. Quand je me suis raclé la gorge, ils ont brusquement tourné la tête vers moi. Ils ressemblaient exactement à 2 adolescents coupables qui venaient d'être pris en flagrant délit de quelque chose d'innommable. Mais l'atmosphère dans la pièce était bien plus sombre, bien plus sinistre qu'une simple bêtise. Clara portait un pull en cachemire beige doux, celui que je lui avais acheté lors d'un voyage d'affaires à New York. Ses mains étaient soigneusement croisées sur ses genoux, sa posture d'une rigidité parfaite. Elle n'a pas détourné le regard lorsque je suis entré pleinement dans la pièce. Elle m'a fixé droit dans les yeux, son regard totalement dépourvu de la chaleur et de l'affection que j'avais passé 5 ans à essayer de cultiver et de protéger. Elle a pris une inspiration profonde et calculée, a jeté un regard oblique vers Preston pour y puiser de la force, puis elle a lâché la bombe qui allait pulvériser mon existence entière. Elle était enceinte, et le père était l'homme assis à côté d'elle, l'homme qui partageait mon ADN. Je suis resté planté là, près de l'îlot central en granit de la cuisine, ma main serrant un verre d'eau glacée que je venais de me servir au distributeur du réfrigérateur. Je serrais le verre épais si fort que j'ai cru que le cristal allait voler en éclats dans ma paume et m'ouvrir la main juste là, sur le comptoir. Le silence dans la pièce était absolu et terrifiant. J'entendais le léger ronronnement mécanique du réfrigérateur derrière moi. J'entendais le tic-tac rythmé de l'horloge grand-père antique dans le couloir. Clara s'est à nouveau raclé la gorge et a asséné le 2e coup, encore plus audacieux, d'une voix stable et d'un calme écœurant. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un environnement paisible et sans stress pour le bébé. Elle m'a dit, à moi, son mari depuis 5 ans, l'homme qui avait financé chaque aspect de son existence privilégiée, que je devais faire mes valises et quitter la maison immédiatement. Preston était assis là, le torse bombé sous une chemise de créateur que je lui avais achetée, un petit sourire arrogant aux lèvres. Il était absolument convaincu de venir de gagner à la loterie de la vie. Il attendait que je baisse la tête, que je fonde en larmes et que je passe la porte d'entrée comme un chien battu. J'ai pris une inspiration lente et délibérée. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas renversé la lourde table basse en chêne. J'ai posé mon verre sur le comptoir en marbre avec un clic discret mais définitif. J'ai regardé les deux et j'ai souri. C'était un sourire froid et vide. Mais pour comprendre comment nous en étions arrivés à ce point de folie pure et stupéfiante, il faut comprendre les fondations sur lesquelles tout cela s'était construit, en commençant 4 mois plus tôt. Il y a 4 mois, Preston était un désastre ambulant.
Il avait 28 ans et venait de perdre son 3e emploi en 2 ans. Son entreprise avait réduit ses effectifs et, comme il était chroniquement en retard, notoirement paresseux et constamment en conflit avec les cadres intermédiaires, il avait été le premier licencié. 2 semaines après avoir perdu ses revenus, sa mauvaise fortune s'est multipliée lorsqu'il a contracté une forme grave du virus du Nil occidental. Il était alité, complètement fauché et menacé d'une expulsion imminente de son appartement minuscule et minable à l'autre bout de l'État. Nos parents, Sylvia et Réginald, vivaient à 3 fuseaux horaires de là, dans une communauté de retraite confortable. À l'instant précis où ils ont appris que leur plus jeune fils chéri avait des problèmes financiers et physiques, mon téléphone portable a sonné. Je me souviens d'être resté debout dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville, écoutant ma mère pleurer de manière hystérique dans le combiné. Elle m'a supplié de le prendre chez moi. Mon père a pris la ligne et l'a exigé. Ils ont joué sur ma culpabilité, me rappelant que la famille est tout, que le sang est plus dense que l'eau. Ils ont souligné que j'avais une grande maison de 4 chambres, une entreprise prospère et les moyens financiers de sauver mon frère de la ruine. Clara a joué le rôle de l'épouse gracieuse, aimante et solidaire à la perfection. Quand je lui ai soumis l'idée, m'attendant à de la résistance, elle a posé sa main sur ma poitrine, m'a regardé avec ses grands yeux innocents et m'a dit que c'était notre devoir absolu de l'aider. Elle a dit qu'elle resterait à la maison pour surveiller sa fièvre. Elle a promis de lui préparer de la soupe maison, de gérer ses médicaments et de veiller à ce qu'il se rétablisse dans un environnement sûr et aimant pendant que je continuais à faire de longues heures pour diriger mon entreprise. Je pensais bien faire. Je le croyais vraiment, du plus profond de mon cœur. Je pensais que la famille prenait soin de la famille, quoi qu'il arrive. J'embrassais ma femme chaque matin, la remerciant d'être si incroyablement compatissante et désintéressée, et je partais travailler avec un profond sentiment de fierté pour la vie que j'avais bâtie et les personnes que je soutenais. J'ai laissé ces deux-là seuls dans cette immense maison jour après jour, faisant confiance à la femme que j'avais juré d'aimer et aux frères que j'avais grandi en protégeant des brutes du quartier. J'ai manqué les premiers signes. J'étais trop occupé à examiner les projections financières trimestrielles, à négocier des contrats de chaîne d'approvisionnement et à m'assurer que mes employés recevaient leurs augmentations de salaire à temps pour remarquer les regards prolongés et affamés par-dessus la table du petit déjeuner. J'étais trop concentré sur la construction d'un avenir confortable pour ma famille pour voir que mon présent était systématiquement démantelé juste sous mon nez. J'ai fourni l'incubateur parfait, climatisé et entièrement financé, pour leur trahison ultime. J'ai payé pour les courses biologiques qu'ils cuisinaient ensemble. J'ai payé la facture d'électricité pour les lumières qu'ils laissaient allumées tard dans la nuit en regardant des films sur mon canapé. J'ai financé leur petite romance tordue. Pour bien saisir l'audace inouïe de Preston et pour comprendre pourquoi mes parents m'ont si facilement et impitoyablement jeté au loup plus tard, il faut analyser de près la façon dont nous avons été élevés. Dans notre foyer, il y avait 2 catégories distinctes et lourdement imposées d'enfants. Il y avait Preston, l'enfant prodige, le bébé miracle né tardivement dans le mariage de mes parents. Le garçon qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Et puis il y avait moi, Silas, la bête de somme, la police d'assurance, le compte bancaire sur pattes. Si Preston voulait faire du baseball de compétition au collège, mon fonds d'études universitaires soigneusement gardé était discrètement pillé par mon père pour payer ses camps d'été d'élite, ses battes personnalisées et ses chambres d'hôtel hors de l'État. Quand je demandais où était passé cet argent, mon père me regardait droit dans les yeux et me disait que j'étais assez intelligent pour obtenir une bourse d'études académiques, alors que Preston avait besoin de soutien extrascolaire pour briller. Si Preston rapportait un bulletin scolaire catastrophique rempli de D et de F, c'était parce que les enseignants ne comprenaient tout simplement pas son génie créatif unique. Si je rapportais un B+ en calcul avancé, j'étais privé de sortie pendant une semaine pour ne pas m'être appliqué et pour avoir manqué de respect aux standards de la famille. Je me souviens très bien d'un dîner de Thanksgiving particulier. C'est gravé dans mon cerveau. J'avais 22 ans, je venais de terminer mes études universitaires, je travaillais dans un emploi d'entrée de gamme épuisant et je conduisais une Honda Civic fiable mais ancienne que j'avais payée en liquide. Preston avait 16 ans. Il avait pris les clés de ma voiture sur le comptoir de la cuisine sans demander, avait conduit ma voiture à une fête sauvage de lycéens de l'autre côté de la ville, et avait fait une marche arrière directement dans un pilier en béton dans un parking souterrain. Le pare-chocs arrière ne tenait littéralement qu'à un fil. Le feu arrière était brisé en 100 morceaux rouges et le coffre ne fermait plus. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et que j'ai vu les dégâts catastrophiques dans l'allée, je suis entré en tempête dans la maison pour l'affronter. Il était assis à l'îlot de la cuisine,
haussant les épaules tout en mangeant un bol de céréales sucrées, et a dit nonchalamment qu'il faisait noir et que le pilier était apparu de nulle part. Ma mère s'est précipitée dans la cuisine, laissant tomber son torchon, et l'a serré dans ses bras comme si je pointais une arme chargée sur sa tête. Elle m'a regardé avec un mépris pur et m'a dit que j'aurais dû garer la voiture dans le garage au lieu de l'aller. Elle m'a forcé à m'excuser auprès de mon frère adolescent pour avoir élevé la voix contre lui un jour de fête. C'était la dynamique centrale de ma famille. Preston prenait tout ce qu'il voulait, le détruisait, j'en payais le prix financier et émotionnel, et mes parents applaudissaient sa résilience. J'ai passé la décennie suivante à construire ma vie très loin de cette toxicité étouffante. J'ai démarré mon entreprise de logistique à partir de zéro. J'ai fait l'impasse sur les vacances de luxe au Mexique. J'ai versé chaque centime que j'avais dans mon plan de retraite et j'ai réinvesti mes bénéfices dans l'entreprise. J'ai vécu de plats à emporter bon marché et de café noir pendant des années. Finalement, j'ai bâti une base financière solide et impénétrable. Je pensais avoir brisé le cycle. Je pensais être à l'abri des sangsues. Puis, j'ai rencontré Clara. Clara était charmante, artiste et parlait avec passion de son grand rêve de devenir une romancière célèbre à succès. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie modeste et, exactement 2 mois plus tard, mon entreprise a décollé d'une manière majeure qui a changé ma vie. J'ai décroché un contrat d'entreprise massif avec un distributeur national qui a complètement modifié ma tranche d'imposition. Soudain, l'argent rentrait plus vite que je ne pouvais le suivre. Clara a suggéré de quitter son emploi assommant de gestionnaire de commerce de détail pour se consacrer à plein temps à l'écriture. J'ai accepté sans hésiter. Je l'aimais profondément et je voulais soutenir ses rêves d'auteur. Pendant 4 longues et coûteuses années, Clara est restée à la maison. Elle a exigé que je transforme la chambre d'amis en un magnifique bureau à domicile baigné de soleil. Elle a acheté des MacBooks coûteux, des chaises ergonomiques, a participé à des retraites d'écriture exclusives le week-end à la montagne qui coûtaient des milliers de dollars par session, et a dépensé mon salaire durement gagné pour tout ce qui inspirait son processus de création. Mais elle n'a jamais terminé un seul chapitre. Le grand roman américain qu'elle avait promis n'était qu'un fantôme. Pour masquer son échec cuisant, sa paresse intense et sa profonde insécurité, elle a commencé à créer un autre type de fiction. Elle a commencé à raconter à ses amis, aux voisins et finalement à ma propre famille qu'elle était le véritable cerveau derrière nos finances. Elle laissait filtrer des indices subtils et calculés lors de dîners mondains, affirmant que mon entreprise de logistique battait de l'aile à cause de ma mauvaise gestion. Et que ses investissements boursiers brillants ainsi qu'un héritage familial secret nous permettaient de garder la tête hors de l'eau. Elle se faisait passer pour la riche sauveuse de notre foyer auprès de quiconque voulait l'entendre. Je l'ai laissé garder sa fierté. Je me disais que si prétendre être un génie de la finance lui permettait de se sentir moins inadapté face à sa carrière d'écrivain complètement au point mort, cela ne me faisait aucun mal. J'ai mis son nom sur quelques comptes chèques secondaires pour qu'elle dispose d'une carte de débit à utiliser librement pour les courses, les vêtements et ses cafés artisanaux quotidiens. Mais les opérations importantes, les comptes d'entreprise, les portefeuilles d'investissement massifs, l'acte de propriété de notre maison de plusieurs millions de dollars, tout cela était uniquement à mon nom. J'étais un homme d'affaires avant tout. J'aimais ma femme, mais je protégeais toujours mes actifs essentiels. La première fissure réelle et indéniable dans le masque de Clara est apparue environ 1 mois après l'arrivée de Preston. Je cherchais un stylo bleu spécifique dans son sac à main de marque parce que je devais signer rapidement un document de fournisseur avant de partir au bureau. Au lieu d'un stylo, mes doigts ont frôlé un reçu froissé caché au fond du sac. Il provenait d'une boutique haut de gamme pour hommes du centre-ville. Je l'ai sorti et l'ai lissé sur le comptoir. C'était un reçu pour une montre de créateur pour hommes, une pièce en édition limitée très chère qui coûtait plus cher que la voiture de certaines personnes. Je ne porte pas de montre. Je déteste avoir des objets au poignet, ils me gênent quand je tape ou examine des plans. Quand je lui en ai parlé ce soir-là, en brandissant le morceau de papier, son visage a pris une teinte rouge de panique profonde. Elle m'a arraché le reçu des mains si rapidement que ses ongles m'ont égratigné la paume. Elle a bafouillé une histoire alambiquée et absurde sur le fait de l'avoir achetée pour la retraite prochaine de son père. Elle a prétendu qu'elle allait la cacher dans le grenier pour qu'il ne la trouve pas avant la fête. Je savais avec une certitude absolue que son père portait une montre numérique en plastique bon marché et usée provenant d'un magasin de déstockage et qu'il méprisait activement les marques de luxe. Il pensait qu'elles étaient un gaspillage d'argent massif. Mais j'ai laissé couler. Je voulais la croire.
Je voulais désespérément croire que la femme avec qui je m'étais tenu devant l'hôtel n'était pas debout dans ma cuisine en train de me mentir droit dans les yeux. Mais une graine de doute sombre et toxique avait été plantée dans mon esprit, et elle a commencé à faire pousser des racines agressives. J'ai commencé à remarquer des détails que j'ignorais auparavant. Elle a commencé à s'apprêter, à mettre du parfum coûteux et à se maquiller impeccablement juste pour rester à la maison un mardi quelconque. Les courses de routine qui prenaient habituellement 20 minutes s'étiraient soudain sur 2 ou 3 heures. Elle se plaignait constamment d'être épuisée et d'avoir un terrible syndrome de la page blanche. Pourtant, elle avait magiquement l'énergie débordante de préparer de toutes pièces les cookies aux pépites de chocolat préférés de Preston chaque après-midi. J'ai vu ma femme se transformer en une partenaire attentionnée, dévouée et aimante. Mais pas pour moi. Preston, pendant ce temps, était soi-disant trop faible et pris de vertige à cause de sa maladie pour chercher un emploi. Mais il avait amplement la force physique de rire aux éclats aux blagues de Clara, de jouer aux jeux vidéo pendant 12 heures par jour et de boire mon scotch haut de gamme de grand âge lorsqu'il pensait que je dormais. Il jouait à un jeu dangereux et excitant, entièrement financé par mon argent, entre les murs de ma maison. Et ma loyauté aveugle était la seule chose qui empêchait le toit de s'effondrer sur eux. La tempête n'a pas éclaté d'un coup. Elle s'est annoncée par des nuages sombres et menaçants que j'ai activement essayé d'ignorer jusqu'à ce que je ne puisse plus fermer les yeux. C'était exactement une semaine avant la confrontation dans le salon qui a brisé ma vie. Je prenais un rare déjeuner en milieu de semaine avec un ami commun, Tobias. Nous mangions dans un restaurant de grillade chic près de mon bureau. Tobias était habituellement le gars le plus bruyant et le plus exubérant de la pièce, toujours prêt avec une blague ou une statistique sportive. Mais ce jour-là, il était anormalement silencieux. Il continuait de pousser son steak saignant dans son assiette, évitant complètement mon regard. Finalement, il a posé sa lourde fourchette en argent, a bu une grande gorgée nerveuse d'eau glacée et m'a regardé avec une expression de profonde douleur. Il m'a dit qu'il s'était arrêté chez moi l'après-midi précédent pour déposer du courrier que le bureau de poste avait livré par erreur chez lui, à l'autre bout du quartier. Il a dit qu'il avait frappé à la porte d'entrée, n'avait obtenu aucune réponse et avait remarqué que le portail latéral menant à l'arrière-cour n'était pas verrouillé. Il s'était dirigé vers la terrasse arrière, pensant que j'étais peut-être en train de travailler sur le patio. Ce qu'il a vu a glacé son sang dans ses veines. Il a refusé de me donner les détails graphiques précis. Il a simplement secoué la tête, ayant l'air physiquement malade, et ces mots sont restés gravés dans ma mémoire comme au scalpel. Il s'est penché au-dessus de la table et a dit, « Silas, tu dois rentrer chez toi pendant la journée. Rentre chez toi, tout simplement. Ne l'annonce pas. Ne lui envoie pas de SMS. Entre et vois par toi-même. » J'ai payé l'addition, je suis retourné à mon bureau, le cœur battant si fort contre mes côtes que j'entendais le sang bourdonner dans mes oreilles. Je n'ai pas affronté Clara ce soir-là. J'ai joué mon rôle à la perfection. Je me suis assis à la table du dîner en poussant mes pommes de terre rôties dans mon assiette, en les observant réellement. Ils étaient assis en face de moi, parlant d'une émission de télévision. J'ai fait exprès de faire tomber ma serviette. Quand je me suis baissé pour la ramasser, j'ai vu Preston frôler le pied nu de Clara sous la table. Je me suis redressé et j'ai vu ses épaules se tendre, un sourire subtil, secret et complice traversant son visage alors qu'elle buvait une lente gorgée de vin rouge. Il pensait que j'étais complètement aveugle. Il pensait que j'étais juste le distributeur de billets fatigué et stupide assis en face d'eux, finançant leur petit monde secret. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, j'ai mis mon costume et je suis parti travailler à mon heure habituelle. J'ai embrassé Clara sur la joue, j'ai dit à Preston de bien se reposer et de boire beaucoup de liquide, et je suis sorti de l'allée. Mais je ne suis pas allé au bureau. J'ai conduit 3 rues plus loin, j'ai garé ma voiture sous un grand chêne ombragé et je suis revenu à pied chez ma voisine âgée, Madame Higgins. Madame Higgins était une femme de 70 ans passée, adorable mais incroyablement curieuse, qui siégeait au conseil de l'association des propriétaires du quartier. Elle avait récemment installé un système de caméras de sécurité haute définition dernier cri après une série de vols de colis Amazon dans notre quartier. Sa caméra principale pointait directement sur mon allée et mon porche d'entrée. J'ai frappé à sa porte. Je me suis assis dans son salon aux motifs lourdement floraux en buvant du thé à la menthe éventée et je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel chez moi pendant la journée au cours des dernières semaines. Elle a hésité, a ajusté ses épaisses lunettes de lecture et a ouvert l'application de surveillance sur son iPad. Elle semblait profondément mal à l'aise, ses mains tremblant légèrement.
Elle a dit qu'elle avait l'intention de m'en parler depuis des semaines, mais qu'elle ne voulait pas causer de problème dans mon mariage. J'ai pris l'iPad de ses mains et j'ai regardé l'écran. L'horodatage indiquait mardi, 14h15, la semaine précédente. J'ai regardé ma lourde porte d'entrée en chêne s'ouvrir. Clara et Preston sont sortis sur le porche pour vérifier la boîte aux lettres. Mon frère, l'homme qui était censé être trop malade pour tenir debout longtemps et qui avait besoin de ma charité pour survivre, a serré fermement ma femme par la taille depuis derrière. Elle a appuyé sa tête en arrière contre son épaule, riant de quelque chose qui lui chuchotait à l'oreille. Et puis, elle s'est retournée et l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser amical. Ce n'était pas un accident rapide. C'était le genre de baiser profond, affamé et passionné que l'on partage quand on pense que le reste du monde a disparu. Mon estomac a plongé dans un abîme sombre et sans fin. Tout l'air a quitté violemment mes poumons. Je me suis senti physiquement mal, une vague de nausées m'envahissant. J'ai rendu la tablette à Madame Higgins, je l'ai remerciée d'une voix robotique et vide, je suis retourné à ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai fixé le volant en cuir jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc cadavérique. Mon propre frère, le gamin que je protégeais des brutes au collège. Le gamin dont j'avais payé les énormes erreurs financières. Mon épouse, la femme avec qui j'avais promis de construire toute une vie, faisant cela sous le toit que je payais de mon sang et de ma sueur. Je ne suis pas rentré chez moi pour enfoncer la porte et distribuer des coups de poing. Je n'ai pas hurlé dans le vide. L'homme d'affaires impitoyable en moi, le survivant, a repris le dessus complètement. J'ai tourné la clé dans le contact, j'ai passé la première et j'ai conduit directement vers le bureau vitré du centre-ville de Nora. Nora était l'une des avocates spécialisées en divorce les plus impitoyables, froide et redoutée de toute la ville. Je me suis assis dans sa salle de conférence épurée et intimidante, j'ai exposé chaque pièce du puzzle et je lui ai montré la vidéo que j'avais transférée sur mon téléphone. Nora n'a pas offert une seule parole de douce sympathie. Elle a proposé une stratégie juridique pure et brute. C'était un requin, et elle a immédiatement senti l'odeur du sang dans l'eau. Pendant les 5 jours suivants, j'ai mené une double vie brutale. Je rentrais chez moi, prenais des dîners chauds avec ma femme infidèle et mon frère traître, et je souriais de toutes mes dents. J'ai demandé à Preston comment évoluait sa santé. J'ai demandé à Clara comment avançait le dernier chapitre de son roman. Et pendant qu'il dormait paisiblement dans le lit que j'avais acheté, je restais éveillé et je travaillais. J'ai discrètement, méthodiquement déplacé tous mes actifs commerciaux essentiels dans des fiducies inviolables. J'ai gelé les comptes chèques joints mineurs, réorientant mon salaire de dirigeant vers un compte offshore privé et sécurisé que Nora m'avait aidé à ouvrir en une nuit. J'ai rassemblé l'acte de propriété original de la maison, les relevés hypothécaires prouvant que j'avais effectué chaque paiement à partir de mes seuls revenus professionnels. Et l'accord prénuptial blindé que Clara avait signé avec enthousiasme des années auparavant lorsqu'elle pensait que mon entreprise était une entreprise risquée qui risquait d'échouer. Grâce au détective privé de Nora, nous avons découvert un détail tordu et pathétique qui rendait toute la situation presque comique. Clara avait nourri Preston d'un récit totalement inventé pour s'assurer sa dévotion absolue. Elle avait convaincu mon frère paresseux que mon entreprise était sur le point de faire faillite. Elle lui avait dit qu'elle était la seule à posséder un héritage familial secret massif permettant de payer l'hypothèque, et qu'elle possédait légalement la maison et tout ce qu'elle contenait. Preston, étant l'opportuniste paresseux qu'il avait toujours été, voyait en Clara son billet d'entrée vers la richesse. Il pensait voler une femme riche et indépendante ainsi qu'un manoir luxueux et gratuit. Il n'avait absolument aucune idée qu'il couchait avec une femme dont la valeur nette dépendait entièrement de l'homme même qu'il trahissait. Ils vivaient tous les deux dans un monde de fantaisie pathétique financé entièrement par ma réalité. Ce qui nous ramène directement à ce mardi soir. Le salon, la grande confession. Clara était assise là, les mains posées sur son ventre, jouant le rôle de la future mère tourmentée mais courageuse. Preston était assis à côté d'elle, rayonnant d'une confiance imméritée, son bras nonchalamment posé sur le dossier du canapé coûteux que j'avais acheté. Il venait de m'avouer leur liaison, la prétendue grossesse, et il venait de me donner mon avis d'expulsion de ma propre propriété. Je sais que c'est incroyablement difficile à accepter pour toi, Silas, a dit Clara d'une voix dégoulinante d'une fausse empathie condescendante qui me donnait la chair de poule et me faisait bouillir le sang. Mais ce qui est fait est fait. Le passé ne peut être changé, et nous devons regarder vers l'avenir. Preston et moi avons besoin de cet espace pour préparer l'arrivée du bébé. Ce ne serait pas sain pour moi de t'avoir dans les pattes à broyer du noir,
à projeter des énergies négatives et à me stresser. Preston s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, gonflant le torse pour essayer de paraître le maître de maison. Écoute, mec, c'est arrivé, c'est tout. Tu n'étais jamais là de toute façon. Tu te soucies plus de tes feuilles de calcul et de tes réunions d'entreprise que de ta propre femme. J'ai pris le relais là où tu as échoué. Je lui ai donné ce dont elle avait besoin. Fais juste tes bagages. Je t'aiderai même à porter les cartons lourds jusqu'à ta voiture si tu veux que ce soit rapide et indolore. J'ai regardé mon frère. J'ai regardé l'homme dont j'avais payé l'intégralité des factures médicales exorbitantes quelques semaines auparavant. J'ai regardé la femme dont j'avais réglé les factures de carte de crédit démesurées chaque mois pendant 5 ans consécutifs sans une seule plainte. Ils étaient assis là, attendant une réaction. Ils s'attendaient à des larmes, à des cris ou à une demande désespérée et pathétique d'aller en thérapie de couple. Ils avaient clairement répété ce scénario précis dans leur tête une centaine de fois. Clara pensait qu'elle tenait toutes les cartes maîtresses parce qu'elle croyait réellement à ses propres mensonges délirants. Et Preston croyait tout ce que Clara lui disait parce qu'il était trop bête et paresseux pour vérifier par lui-même. J'ai pris une inspiration lente et profonde, laissant l'absurdité absolue de la situation m'envahir. J'ai senti un calme glacial s'installer au fond de ma poitrine. C'était l'œil de l'ouragan. Les vents destructeurs de la trahison, de la colère et du chagrin tourbillonnaient violemment autour de nous, menaçant d'emporter le toit. Mais là où je me tenais, tout était parfaitement immobile et d'une clarté dévastatrice. Je ne m'étais jamais senti aussi maître de ma vie qu'à cette seconde précise. Vous voulez que je parte, ai-je déclaré, ma voix complètement plate, totalement dépourvue de toute émotion dont ils auraient pu se nourrir. C'est pour le mieux, Silas. Clara a hoché la tête, ajustant sa posture pour paraître plus maternelle, posant une main sur son ventre parfaitement plat. Je te donne 2 heures pour emballer l'essentiel de tes affaires. Nous pourrons régler le reste, comme le mobilier de bureau et les appareils électroniques, plus tard cette semaine, lorsque mon avocat te contactera pour le partage des biens. 2 heures, ai-je répété, goûtant ces mots amers sur ma langue. J'ai contourné lentement la lourde table basse en chêne. J'ai passé ma main le long du bord poli du meuble de télévision, une pièce sur mesure que j'avais commandée à un maître ébéniste local avec mon premier gros bonus d'entreprise. J'ai regardé les photos encadrées sur la cheminée. Des vacances en Europe que j'avais payées, des fêtes que j'avais financées, la vie que j'avais bâtie. Ouais, 2 heures, a lancé Preston, son assurance feinte faiblissant légèrement sous mon silence intense et ininterrompu. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, Silas. C'est la maison de Clara. C'est elle qui paie l'électricité de toute façon pendant que ta petite entreprise coule. Et un peu de dignité pour une fois et passe la porte. J'ai arrêté de marcher. Je me suis tenu directement devant eux, bloquant la lumière du couloir, jetant une ombre longue et sombre sur leur alliance pathétique. J'ai glissé ma main dans la poche intérieure de ma veste de costume ajustée. Mes doigts ont frôlé l'enveloppe Kraft rigide que j'avais récupérée au bureau de Nora le matin même. Je pensais que le pire était passé lorsque j'avais découvert la liaison sur cet écran d'iPad. Je me trompais lourdement. La véritable destruction allait commencer, et c'était moi qui tenais l'allumette. Je me tenais dans mon propre salon, la pièce que j'avais personnellement peinte d'une nuance apaisante de gris ardoise pendant mes rares week-ends de repos, dominant du regard la femme que j'avais épousée et le frère que j'avais grandi en protégeant. Ils étaient assis sur mon canapé coûteux, respirant mon air climatisé, me disant que j'avais 2 heures pour faire mes bagages et abandonner ma propre vie. Preston affichait ce regard, un regard de triomphe pur et brut qui me glaçait le sang. Il croyait réellement m'avoir enfin battu dans la compétition de toute une vie qu'il avait entièrement inventée dans sa tête. Il croyait avoir pris ma femme, obtenu un bien immobilier de premier choix et s'être assuré une vie de luxe absolu sans jamais avoir à travailler un seul jour. Clara était assise juste à côté de lui, posant délicatement sa main manucurée sur son ventre parfaitement plat. Elle jouait le rôle de la future mère persécutée et extrêmement stressée qui avait simplement besoin de paix, de calme et de mon expulsion immédiate. J'ai glissé ma main dans la poche poitrine intérieure de ma veste de costume ajustée et j'ai sorti la lourde enveloppe Kraft que j'avais obtenue de mon avocate, Nora, plus tôt ce matin-là. Je ne la leur ai pas jetée au visage. Je ne l'ai pas claquée sur la table dans un accès dramatique de rage aveugle. J'ai lentement déroulé la petite ficelle rouge qui fermait le rabat. Le bruit de l'ouverture du papier épais a semblé résonner bruyamment dans la pièce plongée dans un silence de mort. J'ai sorti une liasse épaisse de documents juridiques contraignants.
Chacun d'eux était officiellement estampillé, notarié et certifié par le bureau du greffier du comté. Vous voulez que je quitte la maison, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, gardant un ton parfaitement égal. Vous voulez que je fasse mes bagages, que je rende mes clés et que je m'éloigne de mon bien immobilier. Silas, s'il te plaît, ne transforme pas cela en un événement traumatisant pour toutes les personnes impliquées, a soupiré lourdement Clara en levant les yeux au ciel comme si j'étais un bambin têtu faisant une crise de colère au milieu d'une épicerie bondée. Je t'ai déjà dit comment cela allait se passer. Mon avocat s'occupera du partage des biens. La maison m'appartient légalement par le biais de ma fiducie familiale, et tu le sais parfaitement. Nous en avons discuté. Va en haut, prépare un sac avec tes costumes et pars tranquillement. Nous parlerons des meubles plus tard. J'ai regardé directement Preston. Il portait un polo de marque que j'avais payé avec ma carte de crédit d'entreprise. C'est ce qu'elle t'a dit, petit frère? Elle s'est assise avec toi et t'a dit qu'elle possédait cette maison et finançait ce train de vie. Preston a bombé le torse, essayant de paraître physiquement intimidant, ce qui était hilarant compte tenu du fait que je payais ses factures médicales. J'ai hoché lentement la tête, laissant sa bêtise absolue flotter dans l'air pendant quelques secondes. J'ai pris le premier document au-dessus de la liasse et je l'ai laissé tomber négligemment sur la table basse en verre, juste devant les genoux de Preston. Lis-le, ai-je ordonné. Preston a ricané bruyamment, croisant les bras sur sa poitrine en signe de défi. Je ne vais pas lire tes fausses ordures juridiques. Lis-le, Preston, ai-je exigé, ma voix descendant d'un octave, portant ce genre d'autorité absolue et inébranlable qui le fit instantanément tressaillir et détourner le regard. Il a hésité un instant, visiblement déstabilisé par mon absence totale d'émotion, puis s'est penché en avant. Ses yeux ont parcouru le texte épais en noir en haut de la page blanche et nette. C'est l'acte de propriété officiel et notarié de cette maison, ai-je expliqué, parlant extrêmement lentement, articulant chaque syllabe pour qu'il n'y ait absolument aucun malentendu. Tu remarqueras qu'il n'y a qu'un seul nom imprimé sur cet acte. Le mien. Pas le nom de Clara, pas le nom de son père, pas le nom d'un quelconque compte de fiducie familiale mythique. Le mien. J'ai acheté cette maison avant que nous soyons légalement mariés et j'ai intentionnellement choisi de la garder entièrement à mon nom parce que je suis un homme d'affaires et que je protège mes actifs. Elle ne possède pas une seule brique, pas une seule vitre ni un seul brin d'herbe sur toute cette propriété. Le front de Preston s'est plissé sous l'effet d'une profonde confusion. Il a regardé le document juridique, puis a regardé Clara. Le visage de Clara avait soudainement perdu toutes ses couleurs. Le rôle de la future mère rayonnante et épanouie s'est évanoui en une milliseconde, remplacé par le teint livide et crayeux d'une panique absolue qui brise l'âme. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Silas, arrête ça tout de suite, a sifflé Clara, sa voix tremblant légèrement. Tu l'embrouilles. Tu joues avec sa tête. Oh, je ne fais que commencer, ai-je dit, laissant tomber le deuxième document sur la table en verre avec un bruit sec satisfaisant. C'est un relevé bancaire certifié de son prétendu compte d'héritage secret. Regarde très attentivement ces chiffres, Preston. Le solde disponible actuel est d'exactement 42,16 $. Il n'y a pas d'héritage. Sa famille est complètement fauchée. Elle n'a pas contribué à hauteur d'un seul dollar à l'hypothèque en 5 ans. Chaque repas que tu as mangé dans cette salle à manger, l'électricité qui garde les lumières allumées pour que tu puisses jouer aux jeux vidéo. L'eau chaude sous laquelle tu te douches et le scotch coûteux que tu voles dans mon armoire à spiritueux pendant que je suis au travail. Tout cela a été payé par mon salaire de dirigeant. Preston a ramassé le relevé bancaire. Ses mains tremblaient réellement maintenant. Ce n'était pas un homme très instruit, mais même lui pouvait comprendre les mathématiques de base imprimées en caractères noirs et gras. Il a regardé Clara, ses yeux écarquillés par la soudaine et terrifiante prise de conscience que tout son plan était construit sur du sable. Centilitres, a bafouillé Preston, sa voix montant dans les aigus. De quoi parle-t-il? Tu m'as dit que tu possédais la maison. Tu m'as dit que son entreprise était morte et que tu payais les factures. Tu m'as montré l'application bancaire sur ton téléphone. Je ne l'ai pas laissé inventer un autre mensonge. J'ai déposé le troisième document directement sur le dessus de la pile. Et voici l'accord prénuptial qu'elle a pratiquement supplié de signer il y a 5 ans parce qu'elle pensait que mon entreprise de logistique était une affaire risquée qui allait nous endetter massivement. Il stipule clairement et légalement qu'en cas de divorce, elle repart avec exactement ce qu'elle a apporté au mariage, c'est-à-dire absolument rien. Elle n'a aucun droit légal sur mon entreprise,
Aucun droit sur mes investissements boursiers et absolument aucun droit sur mes biens immobiliers. J'ai fait un pas de plus vers le canapé, envahissant leur espace personnel. J'ai regardé directement dans les yeux terrifiés de Preston. Elle s'est jouée de toi comme d'un bleu, Preston. Elle a réalisé que je commençais enfin à me rendre compte de sa paresse intense et de ses habitudes de dépenses excessives. Elle savait que la belle vie touchait à sa fin. Elle avait besoin d'un plan de secours, d'un nouvel hôte sur lequel s'accrocher pour survivre. Alors, elle a inventé un magnifique conte de fées sur le fait d'être une millionnaire secrète. Et tu as été assez cupide et stupide pour y croire aveuglément. Tu pensais voler une femme riche et indépendante et t'assurer une vie de loisirs gratuite pour le reste de tes jours. Félicitations, petit frère. Tu viens de voler une femme sans emploi, fauchée, qui est sur le point de se retrouver complètement à la rue. J'espère que tu as économisé tes allocations chômage parce que tu vas en avoir besoin jusqu'au dernier centime pour acheter des couches et payer une chambre de motel. L'alliance impie s'est brisée sous mes yeux. C'était comme regarder un immense bâtiment se faire démolir en ralenti. Preston a lâché les documents juridiques sur la table. Il a tourné tout son corps vers Clara, le visage tordu par une rage primaire absolue. Le rôle du futur père aimant, protecteur et attentionné s'est évaporé dans l'air. Tu m'as menti, a hurlé Preston, sa voix se brisant sous la fureur. Tu m'as dit que tu avais de l'argent. Tu m'as dit que nous allions vivre ici, dans cette maison. Tu m'as dit que je n'aurais pas à me soucier de trouver un travail. Clara a tendu la main vers son bras, de véritables larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Son masque était complètement brisé. Preston, mon cœur, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Nous nous aimons. C'est tout ce qui compte vraiment dans ce monde. Nous trouverons une solution pour l'argent plus tard. Nous pouvons prendre un appartement. Preston a violemment repoussé sa main comme si son contact le brûlait. Il s'est levé brusquement du canapé. Trouver une solution pour l'argent? Tu es folle? Je n'ai pas de travail. J'ai une montagne de dettes médicales. Je ne peux pas me permettre un enfant, Clara. Je ne peux pas payer un loyer. Tu m'as piégé. Tu as ruiné ma relation avec mi frère pour rien. Je suis resté là, les mains dans les poches, regardant les deux personnes qui avaient conspiré pour détruire ma vie s'entre-déchirer pour une pile de relevés bancaires. C'était le spectacle de la nature humaine le plus pathétique et le plus profondément satisfaisant auquel j'ai jamais assisté. Ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'étaient jamais aimés. Ils aimaient le confort et la sécurité que mon argent leur procurait. À la seconde même où l'argent a été définitivement retiré de l'équation, ils se sont transformés en animaux féroces acculés, se retournant l'un contre l'autre pour survivre. Taisez-vous, ai-je ordonné, ma voix coupant court à leur dispute comme une lame tranchante. Ils se sont figés instantanément, tournant la tête vers moi. Je ne quitte pas cette maison, ai-je dit, mon ton étant glacial et définitif. C'est vous deux qui partez. J'ai déjà contacté l'équipe de sécurité de l'association des propriétaires et le poste de police local. Étant donné qu'aucun de vos noms ne figure sur le bail, l'acte de propriété ou la moindre facture de service public, vous êtes légalement considérés comme des intrus à partir de cette seconde précise. Je vous donne exactement 15 minutes pour monter et rassembler ce qui peut tenir dans une seule valise. Tout ce que vous laisserez derrière vous sera jeté directement dans une benne de location demain matin. Clara est tombée à genoux, juste là, sur le tapis perçant coûteux. La femme arrogante et exigeante d'il y a 10 minutes avait entièrement disparu. Elle sanglotait de manière incontrôlable, s'agrippant au tissu de mon pantalon de costume à deux mains. Silas, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Je suis enceinte. Je n'ai nulle part où aller. Mes amis ne me prendront pas chez eux, ils louent tous de minuscules appartements. Tu as promis de prendre soin de moi quand nous nous sommes mariés. Tu ne peux pas jeter une femme enceinte dans le froid. J'ai baissé les yeux vers elle, ne ressentant absolument rien. Le puits profond d'empathie et d'amour que j'avais autrefois pour cette femme était complètement à sec. Tu aurais dû penser à tes conditions d'hébergement avant d'inviter mon frère dans mon lit. 15 minutes. Le temps presse, et j'ai le numéro de la police en numérotation rapide. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un nouveau verre d'eau fraîche et je me suis appuyé contre le comptoir en marbre. J'ai écouté les bruits chaotiques et frénétiques de portes claquant à l'étage, les pleurs désespérés et Preston insultant Clara à plein poumon dans le couloir. Exactement 15 minutes plus tard, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand sur la nuit d'automne fraîche et sombre.
J'ai attrapé la lourde valise de marque de Clara par la poignée et je l'ai jetée sur le porche. J'ai attrapé le sac de voyage de Preston et je l'ai lancé directement sur la pelouse avant, le regardant rouler dans l'herbe humide. Madame Higgins se tenait sur son porche, de l'autre côté de la rue, arrosant ses plantes suspendues dans l'obscurité, observant tout le spectacle avec des yeux ronds. Je m'en fichais. Je voulais que tout le quartier voie. Je voulais que le monde entier voie. Preston est sorti le premier. La tête basse, marmonnant des insultes infâmes entre ses dents. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste attrapé son sac et a commencé à marcher sur le trottoir. Clara a hésité sur le pas de la porte, du mascara noir coulant sur ses joues, me regardant avec des yeux écarquillés, désespérés et suppliants. « Silas » a-t-elle chuchoté, la voix complètement brisée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon visage étant dépourvu de toute émotion. « Bonne vie, Clara. » J'ai claqué la lourde porte en acajou au nez de celle-ci. J'ai tourné le verrou de sécurité. J'ai mis la chaîne. J'ai appuyé mon front contre le bois frais et solide de la porte. Et pour la première fois en 4 mois d'agonie, j'ai pris une inspiration complète, profonde et sans entrave. La maison était totalement silencieuse. Elle était vide, mais elle était enfin propre. Je pensais que le plus difficile de l'épreuve était derrière moi. Je pensais vraiment que les mettre dehors était le grand point culminant du cauchemar, mais j'avais gravement sous-estimé la folie pure et la toxicité de ma propre famille. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur une maison d'un calme absolu. Je me suis réveillé dans mon propre lit, j'ai bu mon café noir en toute tranquillité et j'ai préparé mon porte-documents pour une réunion matinale avec Nora afin de déposer officiellement la demande de divorce auprès du tribunal. Mais à 7h30 précise, mon téléphone portable a commencé à vibrer agressivement sur le comptoir de la cuisine. L'écran affichait le nom de ma mère en lettres lumineuses. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Clara et Preston avaient sans doute passé toute la nuit à s'agiter dans une chambre de motel bon marché, et ils avaient appelé mes parents pour inventer un récit totalement faux. J'ai pris une lente gorgée de café, j'ai fait glisser le bouton vert sur l'écran et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour pouvoir continuer à préparer mes affaires. « Bonjour, mère », ai-je dit calmement. Je n'ai même pas eu droit à un simple bonjour en retour. Ma mère hurlait si fort que le petit haut-parleur de mon téléphone grésillait et saturait. Espèce de monstre absolu. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu jeter ta femme enceinte et ton frère malade en convalescence à la rue au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, Silas? Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, suivant les veines de marbre gris de mon index. Est-ce qu'ils t'ont dit exactement pourquoi je les ai jetés dehors, mère, ou ont-ils omis ce petit détail? Clara m'a tout dit, s'est écriée ma mère, jouant à la perfection le rôle de la martyre dramatique et éprouvée. Elle m'a appelé en pleurant comme une folle. Elle m'a dit que tu l'as délaissée financièrement depuis des années. Elle a dit que tu travailles tout le temps. Tu la traites comme une véritable prisonnière dans cette maison. Et tu l'as forcée à trouver du réconfort émotionnel auprès de Preston parce que lui, au moins, l'écoute. Elle a dit qu'ils ont juste eu un bref moment de faiblesse parce que tu es si froid et violent psychologiquement, et maintenant elle porte ton neveu, ta propre chair. Et tu l'as jeté comme un vieux déchet. J'ai laissé échapper un rire franc, sec et sans humour qui a résonné dans la cuisine vide. Du réconfort émotionnel. C'est comme ça qu'on appelle une liaison physique complète de 4 mois dans mon lit conjugal? Mère, ils couchaient ensemble sous le toit dont je paie l'hypothèque. Elle prétend être enceinte de son enfant. Ils se sont assis avec moi et ont essayé de me mettre dehors de ma propre maison pour pouvoir jouer au couple avec mon argent. La voix rude et autoritaire de mon père a soudainement coupé la ligne. Il écoutait sur un autre poste. Tu m'écoutes bien maintenant, Silas. Preston est ton frère. Il est de ton sang. Il a un problème médical grave. Il ne peut pas supporter ce genre de stress extrême. Tu as une immense maison. Tu as plusieurs chambres. Et tu as plein d'argent à la banque. La moindre des choses que tu puisses faire en tant que grand frère, c'est de les laisser loger dans l'aile des invités jusqu'à ce qu'ils se relèvent et trouvent une solution. Tu es en train de ruiner la réputation impeccable de cette famille pour une bête erreur. J'ai serré le bord du comptoir en granit, mes articulations devenant d'un blanc cadavérique. L'audace aveuglante de ces gens était presque impossible à assimiler. Ils exigeaient, ils ne demandaient pas,
Mais ils exigeaient que je loge la femme qui m'avait trompé et le frère qui m'avait trahi simplement parce que j'en avais les moyens financiers. L'enfant chéri ne pouvait absolument rien faire de mal, même lorsqu'il s'employait activement à détruire ma vie. Une erreur, ai-je demandé, ma voix descendant à un murmure dangereusement bas. Une erreur, c'est oublier de payer la facture d'eau. Coucher avec la femme de ton frère pendant 4 mois est une série de choix quotidiens hautement calculés. Et laissez-moi clarifier quelque chose de très précis pour vous deux dès maintenant. Aucun d'eux ne remettra jamais les pieds sur ma propriété. S'ils essaient de franchir la limite de mon terrain, je les ferai arrêter par la police pour violation de domicile. Si tu fais ça, Silas, a menacé mon père, sa voix tremblant d'une rage intense, sortant son arme ultime, si tu abandonnes ton frère et son enfant à naître, je te retire de mon testament aujourd'hui même. J'appellerai mon avocat et je m'assurerai que tu ne touches pas un seul centime de ton héritage. Je ne paierai même pas pour tes funérailles quand tu mourras tout seul. La menace financière était si pathétique et dépassée qu'elle m'a presque fait pitié. Garde ton argent, papa, ai-je dit, ma voix stable, résolue et totalement sans crainte. Garde la maison, garde les comptes de retraite, garde les voitures, garde tous les moyens de pression que tu penses avoir sur moi. J'ai bâti ma propre fortune à partir de rien. Je n'ai pas besoin de la tienne. Et à partir de cette seconde précise, je n'ai plus de frères, et je n'ai certainement plus de parents. Ne rappelez plus jamais ce numéro. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai bloqué le numéro de portable de ma mère. J'ai bloqué le numéro de portable de mi père. J'ai bloqué la ligne fixe de la maison. J'ai bloqué Preston. J'ai rompu toute une vie de liens familiaux toxiques et à sens unique en quelques pressions sur un écran de verre. Cela faisait mal au plus profond de ma poitrine. Le petit garçon qui voulait simplement que ses parents soient fiers de son travail hurlait de douleur. But l'homme adulte que j'étais devenu savait que c'était la seule façon de survivre. On ne peut pas guérir dans l'environnement toxique qui nous a brisés en premier lieu. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de Nora au centre-ville. Les murs en verre dépoli de son cabinet d'avocat me semblaient être une forteresse protectrice. Nora examinait la version finale de la demande de divorce, ses yeux aiguisés parcourant le jargon juridique. Elle portait un costume bleu marine à rayures tennis ajustées, son stylo plume de valeur volant sur les blocs de papier jaune posés sur son bureau. Elle a officiellement pris un avocat, m'a informé Nora, sans lever les yeux de la paperasse. Un avocat bas de gamme de centre commercial qui fait sa publicité sur les bancs publics. Ils viennent d'envoyer une mise en demeure initiale par email. C'est hilarant. Honnêtement, cela se lit comme un roman d'apprentissage. Elle réclame une pension alimentaire permanente, une part de 50% de ton salaire d'entreprise, et elle veut que tu paies pour ses soins prénataux en cours et ses frais d'accouchement à l'hôpital. J'ai secoué la tête d'incrédulité. Peut-elle vraiment obtenir tout cela d'un juge? Nora a enfin levé les yeux, un sourire effrayant et prédateur s'étirant sur son visage. Avec l'accord prénuptial en béton que nous avons en place. Absolument pas. J'ai déjà rédigé une réponse cinglante. Nous ne allons pas seulement rejeter ces demandes. Nous allons contre-attaquer en justice pour exiger la restitution de tous les fonds conjugaux qu'elle a dépensés pour Preston pendant la liaison. Nous classons cela strictement comme du gaspillage de biens conjugaux. J'ai également mon meilleur détective privé qui récupère ses dossiers médicaux en ce moment même. Pourquoi ces dossiers médicaux? Ai-je demandé, me penchant en avant sur le fauteuil d'invité en cuir. Nora s'est adossée à son fauteuil, tapotant son stylo de valeur en rythme sur le bureau en acajou. Parce que les personnes qui mentent sans effort sur des héritages secrets et la propriété de biens immobiliers ne s'arrêtent généralement pas de mentir quand il s'agit de biologie. Clara a prétendu être enceinte pour te forcer la main, pour te faire plier bagages par culpabilité et obligation. Je veux vérifier légalement l'existence réelle de cet enfant avant de négocier la moindre modalité de garde, de test de paternité ou de soutien financier pour ton frère. Pendant les 3 semaines d'agonie qui ont suivi, les retombées sociales ont été d'une brutalité absolue. J'allais travailler, je concluais des affaires de logistique et je faisais comme si mon monde personnel ne s'était pas complètement effondré. Les rumeurs dans notre cercle social et notre quartier devenaient totalement incontrôlables. Clara s'était apparemment tournée vers les réseaux sociaux, écrivant de longs messages vagues et larmoyants sur Facebook sur la façon dont elle s'était échappée d'une situation financière abusive et étouffante. Et affirmant que le stress immense causé par ma cruauté soudaine avait provoqué un terrible drame dans sa vie. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre,
aux amis, aux voisins, aux facteurs, que le stress de l'avoir jeté dehors dans le froid de la nuit sans un centime lui avait fait subir une fausse couche dévastatrice. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de cela. Des gens que j'avais invités à mon mariage. Des gens à qui j'avais offert des tournées de boissons coûteuses ont soudainement cessé de répondre à mes SMS et à mes appels. Ils croyaient complètement au récit de la mère éplorée, blessée et persécutée. Mes parents m'ont même envoyé une lettre d'injure par la poste, me traitant de meurtrier. Ils me rejetaient entièrement la responsabilité de la mort de leur premier petit enfant précieux et de la destruction de la lignée familiale. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas écrit un seul message sur les réseaux sociaux pour contrer ces affirmations. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés construire toute leur identité et leur crédit social autour de ce mensonge tragique et déchirant, car je savais que Nora travaillait sans relâche dans l'ombre. Je savais que le système judiciaire ne fonctionnait pas aux mentions j'aime sur Facebook, aux ragots de quartier ou aux larmes fabriquées. Il fonctionnait sur des faits froids, durs et vérifiables. Et les faits allaient rattraper Clara d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Je pensais avoir vu le pire de la nature humaine. Je pensais comprendre parfaitement les sombres profondeurs de la manipulation de Clara, mais le retournement de situation massif qui s'annonçait allait exposer un niveau de sociopathie pure que même mon esprit cynique ne pouvait concevoir. C'était un après-midi pluvieux de jeudi. Le ciel au-dessus de la ville était d'un violet sombre et meurtri, et la pluie martelait les vitres de mon bureau d'angle. J'étais assis à mon bureau en train d'examiner méticuleusement les dernières clauses d'un contrat de logistique majeur, essayant de m'occuper l'esprit. Soudain, ma ligne de bureau privé a retenti. C'était Nora. Sa voix était anormalement vive, totalement dépourvue de son ton sarcastique et détendu habituel. Elle ressemblait à un soldat faisant son rapport depuis le front. Silas, le détective privé a récupéré les dossiers médicaux, a déclaré d'emblée Nora. Nous les avons obtenus grâce à une assignation médicale ciblée que son avocat bas de gamme a été trop incompétent pour bloquer. Et alors, ai-je demandé, mon pouce accélérant, ma main se serrant autour de mon stylo. A-t-elle perdu le bébé? Était-ce le stress? Silas, a dit Nora, marquant une pause délibérée pour créer un effet dramatique, laissant le silence s'installer pendant 2 secondes. Il n'y avait pas de bébé. Il n'y a jamais eu de bébé. J'ai arrêté de respirer. Le bruit de la pluie fouettant la fenêtre de mon bureau a semblé s'estomper pour devenir un bruit de fond. De quoi parles-tu? Elle a dit à Preston qu'elle était enceinte. Elle l'a dit à mes parents. Elle a publié des messages sur une fausse couche devant des centaines de personnes. C'était une invention complète et totale, a expliqué Nora, une profonde satisfaction professionnelle évidente dans sa voix affûtée. La gravité du mensonge m'a frappé de plein fouet. Elle ne m'avait pas seulement trompé. Elle n'avait pas seulement menti sur le fait d'avoir de l'argent. Elle avait activement fabriqué une vie humaine pour tenter de voler ma maison. Elle avait utilisé le concept sacré d'un enfant comme une arme pour manipuler mon frère afin qu'il reste avec elle et pour me culpabiliser afin que je m'éloigne de ma propriété de valeur. Et quand l'argent s'est tari, qu'elle vivait dans un motel miteux avec Preston et qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas maintenir le mensonge pendant 9 mois sans montrer un ventre ou un bébé, elle a commodément orchestré une fausse couche simulée. Elle a ensuite instrumentalisé ce faux traumatisme, m'en rejetant la faute pour s'assurer de la sympathie et de toutes les aides financières qu'elle pouvait soutirer à mes parents crédules. C'était de la méchanceté pure, brute et terrifiante. Qu'est-ce qu'on fait de cette information, ai-je demandé, ma voix étant froide, dure et dépourvue de toute pitié. Nous faisons exactement ce pourquoi tu me paies $700 de l'heure, a répondu Nora calmement. Nous réduisons son faux récit en cendres. Nous coupons l'herbe sous le pied pour que plus rien de ce qu'elle dit ne soit pris au sérieux. Nora n'a pas simplement envoyé les preuves en privé à l'avocat de Clara pour forcer un accord. Elle a visé la gorge. Elle a légalement soumis les rapports médicaux dans le cadre du dossier public du tribunal lors d'une audience préliminaire concernant le procès pour gaspillage de biens conjugaux. Une fois soumis, ces documents sont devenus des informations publiques, accessibles à quiconque prenait la peine de consulter le registre du comté. L'effondrement du monde si soigneusement construit de Clara a été rapide, brutal et absolu. D'après ce que j'ai appris par le biais de connaissances communes, à l'instant même où l'avocat commis d'office de Preston a obtenu les pièces publiques et les lui a montrées, Preston a complètement perdu la tête. Il avait sacrifié sa relation avec son unique frère, ses conditions de vie confortables, sa nourriture gratuite et sa réputation pour une femme qui mentait sur sa richesse et simulait une grossesse entière.
Il réalisait soudain qu'il était légalement lié à une sociopathe manipulatrice et complètement fauchée. Preston a fait ses bagages dans le petit studio qu'il louait et l'a abandonné au milieu de la nuit. Il n'a pas laissé de mots. Il n'a pas dit au revoir. Il s'est simplement enfui comme le lâche qu'il avait toujours été. Mais la véritable justice poétique est venue de mes parents. Lorsque mon père, qui était farouchement protecteur de son héritage familial et de l'idée traditionnelle d'avoir un petit enfant pour perpétuer son nom, a reçu une copie certifiée des transcriptions du tribunal détaillant la fausse grossesse envoyée par le bureau de Nora. L'illusion de Clara s'est complètement brisée. Ils ont réalisé qu'ils s'étaient complètement coupés de leur fils aîné prospère et loyal pour protéger aveuglément une femme qui les avait manipulés avec un petit enfant fantôme juste pour avoir accès à leur portefeuille. Ils ont coupé les vivres à Clara instantanément. Plus de virements bancaires pour le loyer. Plus de paiement des honoraires pour son avocat bas de gamme. Plus d'argent pour les courses. Ils l'ont abandonné aussi rapidement et impitoyablement qu'ils m'avaient abandonné. Exactement une semaine plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique sur mon portable provenant d'un numéro local inconnu. J'ai répondu prudemment, m'attendant à un client. Silas, a dit une petite voix brisée et pathétique. C'était Clara. Elle semblait complètement détruite. Le ton arrogant, exigeant et hautain avait entièrement disparu, remplacé par un désespoir pur. Tu ne devrais pas m'appeler directement, Clara. Parle à mon avocate, ai-je dit, mon doigt survolant le bouton pour raccrocher. S'il te plaît, Silas, s'il te plaît, écoute-moi juste une minute, a-t-elle supplié, pleurant de manière hystérique, sa respiration se coupant dans sa gorge. Preston m'a quitté. Il a juste disparu. Tes parents ne veulent pas prendre mes appels. Ils ont bloqué mon numéro. J'ai exactement $30 à mon nom et je suis officiellement expulsé de ce motel vendredi matin. Je n'ai nulle part où dormir. J'avais tort. J'avais tellement tort. La grossesse. J'ai juste paniqué. Je voulais fonder une famille avec toi, mais je sentais que tu t'éloignais à cause de ton travail. Et Preston était là, il me prêtait de l'attention, et j'ai juste perdu complètement le contrôle. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, Silas. Pouvons-nous suspendre la procédure de divorce? Pouvons-nous nous voir pour prendre un café et parler? J'ai besoin d'aide. Je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, regardant les rues animées et bondées de la ville en contrebas. J'ai pensé aux 5 ans passés à travailler 80 heures par semaine pour financer son train de vie luxueux. J'ai pensé au dîner de Thanksgiving gâché, au mensonge de l'héritage secret qu'elle racontait à mes amis, au moment où je l'avais vu embrasser mon frère sur l'écran d'un iPad, et au sentiment de culpabilité maladive d'être accusé de la mort d'un enfant qui n'avait jamais existé. Clara, ai-je dit d'une voix incroyablement stable, ne transportant aucune colère, aucune tristesse, juste une indifférence glaciale absolue. Tu as fait tes choix. Tu as sciemment versé de l'essence sur notre mariage et brûlé la maison parce que tu voulais jouer avec le feu. Maintenant, tu dois t'asseoir seul dans les cendres. Ne me recontactez plus jamais. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas bloqué le numéro immédiatement, j'ai juste laissé sonner dans le vide. J'ai posé le téléphone sur mon grand bureau, je suis retourné devant mes écrans d'ordinateur et j'ai finalisé le contrat de logistique majeur. Elle n'était plus mon problème. Elle était un fantôme d'une vie passée dont je m'étais libéré avec succès. 6 mois plus tard, le divorce a été officiellement prononcé par un juge. Le tribunal a tranché largement en ma faveur, appliquant l'accord prénuptial dans son intégralité sans aucune modification. Clara est repartie du mariage avec exactement ce qu'elle y avait apporté, une valise bon marché de vieux vêtements et une montagne de dettes de cartes de crédit personnelles qu'elle avait secrètement accumulées au cours des dernières semaines. Mon action en justice agressive pour gaspillage de biens conjugaux a abouti, garantissant qu'elle ne puisse toucher à un seul centime de mon salaire d'entreprise, de mes actifs commerciaux ou de mes comptes de retraite. J'ai gardé la maison. Le bien immobilier de valeur est resté entièrement mien. Mais je n'y suis pas resté. Les souvenirs attachés à ces murs étaient trop lourds, les pièces trop souillées par la trahison ultime. J'ai mis la maison sur le marché et, grâce à une guerre d'enchères, je l'ai vendue pour un profit substantiel pendant le boom immobilier du printemps. J'ai pris cette plus-value importante et j'ai acheté un superbe appartement terrasse moderne en centre-ville, beaucoup plus proche de mes bureaux. Un endroit doté d'immenses baies vitrées au-dessus du bruit de la rue, avec un service de sécurité dans le hall. Un endroit qui n'appartenait qu'à moi, payé à la sueur de mon front.
Mon entreprise a littéralement explosé de la meilleure façon possible. Sans la fuite financière constante causée par le train de vie ridicule de Clara et le tribut émotionnel immense lié à la toxicité incessante de ma famille, j'ai investi toute mon énergie et ma concentration dans ma société. J'ai décroché 2 autres contrats nationaux d'expédition. Je me suis accordé une promotion salariale massive bien méritée, j'ai embauché une nouvelle équipe de direction brillante et j'ai vu ma valeur nette personnelle grimper plus haut que je ne l'aurais jamais cru possible. Quant à ma famille, le silence est assourdissant. Et honnêtement, il est magnifique. J'ai appris par le biais d'intermédiaires communs que Preston, complètement fauché et sans ressources, s'était réinstallé dans sa chambre d'enfant chez mes parents, à l'autre bout du pays. Il approche de la trentaine, et toujours sans aucun emploi, refuse toujours d'assumer ses responsabilités, rejette toujours la faute sur le monde entier pour ses échecs répétés, et mes parents continuent d'encourager son comportement pathétique. Ils sont pris au piège ensemble dans un cycle toxique et misérable, épuisant leur fonds de retraite pour entretenir un homme adulte. Ma mère a tenté de me recontacter vers les fêtes de fin d'année. Elle a envoyé un long email décousu et manipulateur à mon adresse professionnelle. Elle parlait sans fin de l'importance du pardon, de la famille qui est éternelle et du fait que la vie est trop courte pour garder des rancœurs. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir traité de monstre. Elle ne s'est pas excusée d'avoir menacé mon fonds d'études ou mon héritage. Elle ne s'est pas excusée d'avoir pris le parti d'une menteuse sociopathe. Elle voulait simplement accéder à nouveau à ma vie et à mon portefeuille parce que la dure réalité de vivre avec Preston les rongeait financièrement et émotionnellement. Je n'ai même pas tapé de réponse. J'ai simplement configuré un filtre de mail sur mon serveur pour envoyer automatiquement toute communication de leurs adresses directement à la corbeille, sans les lire. J'ai établi une frontière inviolable et je l'ai renforcée avec de l'acier. J'ai appris la leçon la plus difficile qu'un homme puisse apprendre dans cette vie, ce n'est pas parce que quelqu'un partage votre ADN et votre sang qu'il mérite une place permanente à votre table. La véritable loyauté n'est pas un droit génétique. Elle se mérite chaque jour par le respect mutuel et une attitude irréprochable. J'ai passé toute ma vie à essayer d'acheter l'amour et l'approbation de personnes qui ne me voyaient que comme une ressource financière à exploiter. À la seconde même où j'ai arrêté de payer le tribut émotionnel, le guichet s'est fermé et ils m'ont montré qui ils étaient réellement. J'ai 35 ans maintenant. Je suis célibataire, j'ai brillamment réussi et, pour la première fois de ma vie entière, je suis en paix totale avec moi-même. Je me réveille le matin, je bois mon café en regardant la ligne d'horizon de la ville, et la seule personne à qui je dois rendre des comptes est l'homme qui me regarde en face dans le miroir. J'ai un cercle d'amis restreint et loyal, des hommes comme Tobias et Marcus, qui ont prouvé leur valeur et leur loyauté quand les choses allaient mal et que les rumeurs couraient. Parfois, tard dans la nuit, je regarde les lumières de la ville et je repense à ce mardi soir dans mon ancien salon. Je pense à quel point j'ai failli me laisser chasser de chez moi par un sentiment de culpabilité familiale déplacé et profondément ancré. Je réalise maintenant que la pire chose qui me soit arrivée, la trahison de ma femme et de mon frère, a été en réalité le catalyseur rigoureux dont j'avais désespérément besoin pour entrer dans la phase la plus belle et la plus authentique de ma vie. Ils pensaient m'enterrer sous leurs mensonges, leurs tromperies et leurs trahisons. Mais c'étaient des idiots. Ils n'ont pas réalisé que j'étais une graine. Et la terre qu'ils ont jetée sur moi n'a servi qu'à me rendre plus fort, plus grand et plus résistant qu'ils ne l'auraient jamais cru. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous savez que parfois, la chose la plus difficile à faire dans la vie est de s'éloigner des personnes que l'on est censé aimer le plus. Mais vous savez aussi que votre tranquillité d'esprit, votre dignité personnelle et vos limites valent bien plus que tout héritage familial promis ou toute fausse excuse d'un parent toxique. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des parents toxiques ou un partenaire infidèle pour enfin vous sauver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain voyage que nous ferons ensemble. Gardez la tête haute, protégez toujours votre paix, et ne laissez jamais personne vous faire culpabiliser de vous être éloigné du manque de respect.